Bonjour et bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal de ce vendredi 30 mai. Rencontre avec le photographe Stéphane Hamelink. Finale de la Coupe des Landes de foot. Cirque contemporain à Sousson. Soirée de clôture à la Mamiselle. Et enfin, pour terminer ce journal, votre magazine Jardinage avec pour thème cette semaine Jardiner nature, jardiner sans pesticides. Le mois dernier avait lieu au Mans la 6e édition des photographies de l'année. Cette cérémonie récompense les plus belles photographies de l'année 2013. Ce concours est réservé aux photographes professionnels. Il est à la photographie ce que les Césars sont au cinéma. Cette année, 15 lauréats ont été primés, dont Stéphane Hamelink, photographe basé à Cap-Breton. Nous avons recueilli ses impressions chez lui. Reportage Béatrice Gouin. Plusieurs fois récompensé au cours de sa carrière pour son travail, Stéphane Hamelink remporte ici l'un des plus prestigieux trophées décernés aux photographes professionnels. Quand j'ai appris que j'étais finaliste, déjà j'en revenais pas. Effectivement, d'être un photographe de Cap-Breton et aller se mesurer à des très très grosses pointures dans tous les domaines, notamment au Mans, puisqu'en fait c'est vraiment un très très gros concours. C'est vraiment fantastique et génial, quoi. C'est inespéré pour moi. Ça fait 6 ans que je tentais ce concours et c'est la première année où je suis finaliste, donc c'était vraiment incroyable. Finaliste et lauréat grâce à une photo de surf prise en août dernier au Quicksilver Pro. Il y avait une lumière incroyable, enfin, j'aimais beaucoup cette sensation, cette lumière, cette couleur d'océan, il y avait des voiliers derrière et ça s'agitait beaucoup, les vagues étaient très 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 fortes. Donc j'ai sorti l'appareil, le 300, et j'ai shooté et puis voilà, le résultat à l'écran était vraiment incroyable, donc je me suis permis de la présenter à ce concours avec d'autres images, mariage, portrait, paysage. Et cette photo a été sélectionnée pour le concours de la photographie de l'année dans la catégorie sport. Une catégorie quelque peu surprenante pour ce photographe qui a fait du mariage sa spécialité depuis plus de 16 ans. Ayant présenté des photographies de mariage, mais peut-être un petit peu différentes aussi, parce que j'aime bien faire un petit peu aussi différent des autres. C'est vrai que la photographie de sport m'a étonné, mais c'est vrai que c'est un peu aussi le rappel de mes débuts, puisque j'ai commencé vraiment ce métier dans la photographie de sport, puisqu'en tant que reporter à la République des Pyrénées, à mes débuts, pendant plus de 5 ans, j'ai appris aux côtés de très grands photographes à photographier le sport, Tony Estanguet, la section paloise, l'élan béarnais. Enfin, j'ai vraiment baigné dans la photographie de sport, donc c'est un très très joli clin d'œil, je pense, ce concours aujourd'hui. Un clin d'œil et une belle reconnaissance pour ce passionné. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il va aussi intégrer le WEP, le World Elite Photographers. J'ai été contacté par le WEP, qui est une organisation mondiale qui recherche les plus grands photographes de mariage de chaque pays. Et j'ai été contacté pour monter un dossier, un portfolio, et j'ai appris récemment que j'ai été sélectionné pour faire partie des 7 meilleurs photographes français de mariage. L'an prochain, Stéphane Hamelink concourra de nouveau pour les photographies de l'année, en espérant remporter cette fois-ci le prix dans la catégorie mariage, celle qu'il affectionne tout particulièrement. Football maintenant avec la finale de la Coupe du District et la finale de la Coupe des Landes qui s'est déroulée hier au stade de l'Argenté de Mont-de-Marsan. Notre équipe était présente pour vous faire partager ce moment en direct sur TV Land. Voici un résumé pour les retardataires de Béatrice Gouin. Sur le terrain de l'Argenté, le premier match de l'après-midi opposait l'AS Pontonx en rouge à l'Union Saint-Maurice-Grenade en bleu pour la finale de la Coupe du District, la petite sœur de la Coupe des Landes. En première mi-temps, l'AS Pontonx plus offensive s'offre plusieurs belles occasions de marquer. Le premier but est inscrit dans les premières minutes de la rencontre par le numéro 7 pontois Ouedraogo qui profite d'une mésentente adverse pour lober le gardien. À la 36e minute, Pontonx bénéficie d'un pénalty suite à une faute dans la surface de réparation. Le capitaine Benoît Dufort conforte la marque pour Pontonx, 2-0, score qui reste inchangé jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Saint-Maurice réduit le score grâce à Lyonnais sur une belle passe de la Barbe. Attention, oui, très bien vu, le 9. Oh, super but. Dans la minute qui suit, Saint-Maurice rate l'égalisation. Oh là là, il aurait dû.
Alors qu'en fin de rencontre, le Pontois Ouedraogo offre un 3e but à son équipe. Pour sa première participation à la Coupe du District, Pontoc s'offre une victoire et de belle manière. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a 2 équipes sur le terrain qui ont essayé de jouer au football. Ballon au sol, on a vu quand même un football de base intéressant et non pas un grand football avec grand ballon vers l'avant. Et un jeu qui, je pense, a pu satisfaire l'ensemble des spectateurs qui étaient là. Et bien sûr, bon, les rouges et blancs, aujourd'hui, sont encore plus satisfaits malheureusement que nos amis de Saint-Maurice. Je présume qu'on va bien fêter ça ce soir. C'est prévu, on a anticipé. Les résultats vont nous aider à passer un très très bon moment. Après, l'heure du coucher, je ne la connais pas, ne me la demandez pas. On va fêter ça et on va vraiment célébrer. Au terme de cette saison, c'est vraiment un moment extraordinaire. À l'issue de cette première finale, l'étoile sportive montoise en blanc affrontait les Verts de Labenne en finale de la Coupe des Landes. Les Labennais ont débuté la rencontre pied au plancher en inscrivant un premier but dès la 3e minute de jeu par Banti suite à un ballon relâché par le gardien. L'égalisation montoise arrive au quart d'heure de jeu par un exploit personnel du numéro 9, Anthony Tosia. En ce début de première mi-temps. Attention à l'étoile sportive montoise qui repart avec le numéro 9 sur un dégagement du gardien qui tente sa chance. Super frappe. Quel but! But! Super reprise de volée là! Super contrôle enchaîné, frappe! Les Labennais très offensifs dans cette première période augmentent la marque 2 minutes plus tard par un but de Julien Lescarré. Labenne mène alors 2-1 à la pause. But pour Labenne! Oh là 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 là! En seconde mi-temps, c'est encore Labenne qui trouve le chemin du but sur une tête de La Selva, 3-1 pour les Labennais. Et super but là, avec un super 1-2, super centre et tête de La Selva. À l'heure de jeu, les Montois menés 3-1 renversent la vapeur. Tosea s'échappe et réduit le score, 3-2 pour l'étoile montoise. Superbe, c'est le doublé pour le numéro. Un pénalty raté pour Labenne est le tournant de cette finale. Le Montois Antonini inscrit le but de l'égalisation. Allez, c'est l'étoile qui repart avec encore un ballon dans la boîte. Ouais. Récupération numéro 8, attention. position de frappe, égalisation. Enfin, Tosia, auteur d'un triplé dans cette rencontre, c'est l'issue du match. 4-3 pour l'étoile sportive qui peut soulever la Coupe des Landes. Ouais, c'était un très gros match, on est revenu de loin. J'ai pris du plaisir à jouer avec mes coéquipiers, voilà, on est revenu de très très loin. Je suis avec le responsable technique de l'ES Montoise. Quel match hein? Un match rempli d'émotions. On a été mené tout le long du match et le football c'est quelque chose de magique, quoi. On arrive à arrêter un penalty et on renverse la vapeur, quoi, la tendance. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel pour le club, quoi. Ça fait 2 ans qu'on bosse avec Cédric, l'entraîneur, et Harout, son adjoint, sans relâche. Et cette année c'est la consécration, quoi. On monte en PH et on gagne la finale Coupe des Landes. Voilà, c'est superbe et historique pour le club. Et la semaine dernière, c'est l'Union sportive Saint-Médard qui a remporté la Coupe des Landes des moins de 18 ans pour la première fois de l'histoire de son club. Passons maintenant au spectacle. La compagnie BAM et Cirque à l'Ouest ont ravi leur public avec leur spectacle Willy Good Feeling, un nouveau spectacle de cirque contemporain. Nos journalistes Pierre Vazac et Lucas Contant étaient sur place pour vous faire découvrir ce spectacle pas comme les autres. Clown, chapiteau, lion, voici 3 mots que vous ne retrouverez pas dans le cirque moderne dit contemporain. Réunis dans une salle de spectacle, familles et enfants ont pu se réunir pour assister à une représentation assez surprenante, réunissant danse, humour et poésie. La troupe a pu faire éveiller les sens de tout un public. Dans le cirque traditionnel, il y a souvent un code qui est suivi avec un monsieur royal, et souvent avec les animaux, il y a les codes. Et même dans le cirque traditionnel, il n'y a pas les règles, mais c'est les codes qui sont suivis. Et dans le cirque contemporain, on n'est pas obligé de suivre le code, on peut faire un peu ce qu'on veut au niveau proposition artistique. Pour moi, c'est souvent d'intégrer
la musique d'une autre manière, où on approche de ne pas forcément mettre en valeur toutes les figures techniques. Le cirque traditionnel, c'est souvent un chapiteau. De cirque contemporain, c'est souvent, on peut trouver en théâtre, on peut trouver en extérieur, on peut trouver en chapiteau, on peut trouver dans des lieux très hétéroclites, quoi. Ce spectacle, créé avec la réunion de 2 associations, mélange des univers très différents. En étant une création collective et chacun ayant pu amener sa patte, cela a créé une ambiance particulière qui a ravi les spectateurs. On travaille avec deux compagnies, une compagnie amiénoise qui est la compagnie BAM, où je suis un des cofondateurs, et qui est une association loi 1901, et la compagnie Cirque à l'Ouest qui est basée à Souston, qui est une association 1901 aussi. Donc voilà, on travaille sur ces deux, on est cofondateur de ces deux compagnies de cirque. Ce spectacle-là, on le fait à 5, plus un éclairagiste. Donc il y a Nat, qui est américaine, qui vit en France. Il y a Jérém, qui est musicien, guitariste. Il y a Raph Pernou, qui est suisse et qui fait de l'acrobatie au sol et de la roue cire. Et Margot, qui est de Toulouse et qui fait des équilibres. Avec 2 éclairagistes qui sont Ophélie et Pépé, qui ont fait la création, la moitié de la création avec nous. Et un costumière. Avec des artistes venus de tout le globe, la création de ce spectacle doit faire face, par ce fait, à une organisation très minutieuse avec peu de temps. Dans la compagnie BAM, en général, on travaille en collectif pour les créations. Du coup, ce spectacle, c'est le 5e spectacle de la compagnie. Et sur ce spectacle, c'est moi et William qui est porteur de projet. Après, il y a les responsabilités, comme Nat l'explique, qui sont partagées souvent. Mais quand il s'agit de faire des choix sur ce qu'on fait sur scène, tout le monde a son mot à dire, quoi. 4 semaines avec toute l'équipe au plateau. Dans ces 4 semaines, il y a eu 1 semaine avec les 2 techniciens lumière et 2 semaines et demie avec la costumière qui était avec nous. Comment on l'a financé? Eh ben, on est encore en attente de savoir comment on finance ce spectacle. Pour l'instant, c'est un spectacle qui a été quasiment autofinancé par la compagnie BAM et la compagnie Cirque à l'Ouest. Le projet, si les finances le permettent, a des envies d'ailleurs. On a envie que ce projet soit basé essentiellement dans le sud-ouest dans un premier temps. Et après, de toute façon, nous on travaille en France et en international. On joue à Moléon, le spectacle précédent de la compagnie. Donc samedi prochain, le 24. Et on joue à Blois, ce spectacle, le 25. Bah, c'était hyper bien. Ouais, c'était super bien. C'était hyper drôle. La Mamizelle de Sobrig est connue pour ses programmations musicales qui nous ravissent de septembre à mai. La scène au chant avait invité pour la soirée de clôture 3 groupes aux styles différents. Lune Chancelade nous fait découvrir ce moment. Pour clôturer cette saison musicale, l'association Scène au Chant avait organisé un repas pour le public fidèle et nombreux. C'est dans une ambiance conviviale que les bénévoles se sont activés pour faire de cette soirée un moment festif et inoubliable avec une particularité, le changement de président. Beaucoup de choses se bousculent dans la tête parce que c'est une grosse aventure, d'abord humaine avant tout. C'est gérer une équipe des gens formidables. C'est des contacts avec des artistes, des rencontres extraordinaires. Ça continuera parce qu'il y a une jeune équipe qui est en place. Moi je reste pour donner un coup de main, donc je ne m'échappe pas. Le nouveau président Jérôme Potenza faisait partie déjà de la scène au chant, donc il prend la suite. Voilà, avec des têtes nouvelles qui arrivent pour renforcer un petit peu. Je pense qu'il y a une bonne énergie qui arrive derrière. On a commencé à bosser sur la programmation, il va y avoir quelques changements, même sur le fonctionnement au niveau des spectacles. Jusqu'à présent, en fait, on faisait une programmation à l'année, de septembre à mai. On va faire une première programmation jusqu'à décembre, et après une deuxième partie jusqu'à mai. Les groupes arrivent de plus en plus la veille.
parce qu'on va essayer de mettre des passerelles avec Pôle Sud maintenant de Tyros. Donc comme ça, le jour du concert, ils feront une intervention entre midi et 2 sur Pôle Sud. Et le soir, le concert, et ils repartent le lendemain, on les héberge. Alors la grosse qualité de la salle, c'est l'accueil. Donc je pense que la moindre des choses, c'est qu'il y ait ce partage, cet accueil. Je pense qu'effectivement, on est reconnu, y compris à la capitale, pour avoir un accueil super. Et les artistes ne s'y trompent pas. Quand ils arrivent, ils nous disent oui, je sais, j'ai eu le message d'un tel ou d'un tel, donc c'est assez extraordinaire, quoi. Donc en fait, on fait en sorte de pouvoir avoir une programmation qui puisse intéresser tous les âges, tous les genres, pour que tout le monde s'y retrouve au moins une fois dans la saison. On essaye de faire venir des groupes de très très bonne qualité, un peu atypiques, et surtout qui n'ont pas écumé toutes les salles du coin. C'est très difficile aujourd'hui d'attirer les gens dans les salles. Il y a énormément de possibilités et donc je pense qu'on a eu une très très bonne saison. On a eu une fin de saison quand même où on a fait carton plein pour TNT, on a fait carton plein pour Zenzile. Non, c'était une très bonne saison. Sans oublier carton plein pour cette soirée de clôture, avec un public toujours nombreux et multigénérationnel, en attendant la reprise le 19 septembre et toutes les bonnes surprises qu'il nous réserve. Ça va être bien. Voici maintenant le moment de notre magazine Jardinage. Cette semaine, découvrez les pratiques à adopter pour jardiner au naturel. À l'horizon 2022, les particuliers n'auront plus le droit d'utiliser de pesticides chimiques dans leur jardin. Alors pourquoi ne pas prendre dès maintenant l'habitude de jardiner au naturel pour faire de son jardin un lieu vivant, doté d'un écosystème riche, apte à fabriquer sa propre immunité contre maladies et ravageurs. Avoir un jardin naturel ou riche en biodiversité, c'est d'abord chercher à multiplier les milieux différents. Avoir des espaces un peu secs, d'autres au contraire un peu humides, une lisière entre les arbustes et la pelouse. Première règle pour jardiner sans pesticides, apprendre à organiser son jardin en fonction du lieu où l'on vit. On a des régions tempérées, des régions froides, on a des régions très sèches. Eh bien, la subtilité va être, quand on aménage son jardin, de prendre en compte ces aspects-là pour faire en sorte que la plante s'adapte le mieux à son environnement. Choisir une plante adaptée à son environnement, au sol et à la météo, c'est une première assurance. Vous aurez une plante belle, en bonne santé, et elle se défendra beaucoup mieux contre les maladies et contre les insectes. Donc ça, c'est la première condition pour ne pas avoir besoin d'utiliser de produits. Deuxième recommandation, pour jardiner naturellement et éliminer tout pesticide chimique, c'est d'alterner ses plantations. La rotation des sols est fondamentale pour limiter la dissémination de maladies cryptogamiques, de maladies virales ou bactériennes. La rotation des sols aussi, l'assolement, a aussi un autre intérêt. C'est que si on plante chaque année des plantes différentes au même endroit, vous allez faire travailler le sol à des niveaux différents. Quand la géographie de votre potager aura pris forme, il reste une étape essentielle dans cette installation. C'est l'accueil des animaux utiles, des espaces pour ces alliés du jardinier qui vont l'aider à lutter naturellement contre les nuisibles. Première chose, déjà, dans mon jardin, j'ai installé un nichoir dans lequel viennent des moineaux. J'essaie de conserver des espaces non cultivés. Donc effectivement, s'il y a des animaux, ils peuvent vivre dans ces espaces cultivés. Mais j'ai aussi un tas de compost qui ressemble un peu à un talus, dans lequel vont vivre d'autres types d'animaux. Je fais un tas de feuilles que je bloque avec des branches ou des choses comme ça.
Tous les jardiniers vous le diront, arroser au bon moment en quantité nécessaire, c'est tout un art. Il existe différentes façons de donner à vos plantes l'eau dont elles ont besoin en privilégiant l'arrosoir. Au printemps, quand les nuits sont encore un peu fraîches, c'est mieux d'arroser le matin. Fin de printemps, début d'été, arroser plutôt le soir. Les plantes vont profiter de l'humidité comme ça toute la nuit pour se réhydrater et boire correctement l'eau. On n'arrose jamais l'après-midi parce que tout va s'évaporer très vite et il n'y a aucun bénéfice pour la plante et on va gaspiller. Et puis c'est contrôler aussi les quantités d'eau que vous allez mettre. Différents systèmes d'arrosage existent, comme les tuyaux d'arrosage poreux ou goutte à goutte, qui reliés à un programmateur permettent de gérer l'eau précisément. Une autre technique permet d'être économe en eau, le paillage, qui évite l'évaporation de l'eau. Le paillage, c'est par exemple la tonte de pelouse que l'on peut faire à proximité du jardin. On va récupérer donc la pelouse, ou alors si on a aussi de la paille ou si on a des copeaux de bois, mettre au pied des végétaux de façon à conserver l'humidité au maximum de la terre. Et puis aussi éviter que la terre ne sèche de trop et fasse une croûte en surface, ce qui empêche l'eau donc de s'infiltrer par la suite. Le paillage va également aider le jardinier à réduire ses efforts pour désherber, en utilisant une méthode naturelle et sans danger pour les sols et l'environnement. Si on installe un paillage suffisamment épais sur le sol, on va empêcher la germination de nombreuses herbes. Enfin, beaucoup de plantes peuvent être arrachées simplement à la main ou à l'aide d'une binette. Après le travail, n'oubliez pas de nettoyer vos outils. Un geste simple qui peut, là encore, vous prémunir naturellement contre les maladies. Lorsque vous avez un sécateur, eh bien, si vous prenez soin de désinfecter les lames à l'alcool, vous allez tuer le virus ou la bactérie qui peuvent s'être déposés sur la lame. Le mildiou ou l'oïdium, mousse blanche qui se dépose sur les végétaux, sont les maladies les plus courantes qui peuvent atteindre vos plantes. Alors les déchets malades, alors c'est très simple, ne pas les faire patienter dans un coin du jardin, au moins les mettre dans un sac poubelle directement après leur ramassage. Les spores de ces champignons-là sont microscopiques et quand c'est la période de fructification de ces spores, les spores partent partout par millions. Jardiner nature, c'est aussi anticiper l'attaque des nuisibles avec des auxiliaires ou des méthodes simples et sans danger. Moi, ce que j'utilise, c'est des pièges. Le piège à patates, c'est une patate sous une planche ou sous une dalle qui va attirer les limaces qui vont y rester la nuit. Et j'ai un piège à bière en plastique du commerce dans lequel je mets de la bière et les limaces viennent boire la bière et se noient. Si malgré tous vos efforts, vos plantations sont victimes d'attaques de ravageurs, les produits de biocontrôle sont utiles. On a l'exemple de la coccinelle qui a la capacité de manger 100 à 150 pucerons par jour. Le chrysope, qui est un autre insecte, lui peut manger dans son cycle de vie jusqu'à 500 pucerons. C'était le journal de votre web télé TV Land. Nous vous retrouverons le mardi 3 juin. En attendant, je vous souhaite de passer un agréable week-end.